Bonjour et bienvenue à notre chronique avec Vincent Comtois. Bonjour Vincent. Bonjour, ça va bien? Ça va extrêmement bien, toi? Ah oui, ça va bien, merci. Oui, et pour les gens qui ne te connaissent pas, bien évidemment, tu es naturopathe, tu es également entraîneur physique. Donc, à la fin, on va laisser tes coordonnées si quelqu'un aurait besoin de tes services. Aujourd'hui, on est l'automne, hein, on le constate, et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui vont tomber en carence de vitamine D. On va en parler aujourd'hui pour vous guider un petit peu plus là-dedans, savoir qu'est-ce qui est bon pour vous. Donc, Vincent, c'est quoi au juste la vitamine D? C'est quoi que ça nous rapporte en fait? C'est de plus en plus connu, hein, même la médecine de plus en plus prescrit la vitamine D. La vitamine D, dans le fond, c'est la vitamine stimulante du système immunitaire. Si on avait découvert la vitamine D récemment, on serait peut-être en train de la qualifier d'une hormone plus que d'une vitamine, parce que ça a vraiment un effet directement sur la modulation et l'efficacité du système immunitaire et encore plus. Donc, les études sur la vitamine D sont très exhaustives. Il y a plein de choses qui sortent là-dessus. C'est beaucoup de positifs. On va parler aussi de l'association entre la vitamine D3, parce qu'il faut savoir que quand on se supplémente en vitamine D, c'est la forme D3 qu'il faut utiliser, et la vitamine K2, donc un autre supplément de vitamine qui peut être combiné avec la vitamine D pour augmenter son efficacité à certains niveaux. Si on fait juste finaliser la vitamine D, parce qu'on a déjà fait une chronique sur la vitamine D, puis c'est de plus en plus connu, je vais juste remettre peut-être certaines choses en perspective. La vitamine D, c'est synthétisé à partir du cholestérol par la peau au contact des rayons UVB du soleil. Donc, nécessairement, si vous voulez avoir une production naturelle de vitamine D, ça prend un contact avec le soleil de façon fréquente et directe. Ça veut dire qu'il n'y a pas de crème de bronzage qui vont bloquer les rayons. Il faut vraiment avoir un contact directement sur la peau. Quand on a un léger rougissement de la peau, on a atteint une saturation. Donc, il ne faut pas brûler non plus. Il faut juste aller au soleil, avoir une exposition qui va durer peut-être de 15 à 20 minutes sur une grande surface de la peau pour synthétiser de la vitamine D suffisamment. Bon. Au Québec, l'été, c'est pas pire. On a eu un été extraordinaire cette année. Mais qui peut faire ça 365 jours par année? Là, on a un problème. On a un problème avec le fait qu'on n'a pas beaucoup de soleil dans une courte période de l'année. Puis la plupart des gens maintenant sont un peu plus craintifs et donc vont se mettre de la crème de façon systématique en allant au soleil. Donc, vont bloquer cette fameuse production de vitamine D. Et là, on est dans une carence qui atteint plus de 80% de la population à différents niveaux. Et la vitamine D est impliquée directement dans le développement de certaines maladies. C'est connu depuis des années dans la médecine, les gens qui veulent prévenir l'ostéoporose, des problèmes osseux, parce que la vitamine D augmente la fonction des ostéoblastes, donc les cellules qui sont responsables de la calcification osseuse. Mais au-delà de ça, les études récentes, c'est un lien direct entre des maladies dégénératives comme le cancer, par exemple. Si on regarde là, les différents cancers, toutes formes confondues, on parle à peu près 77% de chances de moins d'avoir un cancer, toutes formes confondues, si on a un niveau optimal de vitamine D. C'est pas rien. C'est la prévention directe. Ouais, c'est ça. On parle de 77%. Il y a différents cancers, comme le cancer du sein, ça peut atteindre 83% dans certains environnements. C'est-à-dire qu'un environnement où la femme aurait une bonne santé, l'effet de protection serait optimal jusqu'à 80%. On parle de cancer des ovaires, on parle de cancer des intestins. Donc, les grands tueurs en termes de cancer dans notre société occidentale, là. C'est pas compliqué de se supplémenter en vitamine D. C'est pas coûteux de se supplémenter en vitamine D. Et de plus en plus de médecins le font de façon systématique en prescrivant 10 000 unités par semaine à leurs patients. C'est une très bonne façon de prévenir l'ostéoporose d'une première part, mais aussi les maladies dégénératives. Fait que ça, c'est la vitamine D comme telle. Le dosage, on me pose souvent la question. Oui. Au niveau médical, on parle de 10 000 unités. On donne ça un coup, 10 000 unités une fois par semaine. La vitamine D s'absorbe très bien ce qu'on appelle en bolus, donc une grosse quantité d'un coup. Quand on va au soleil, on fait des réserves de vitamine D, donc on sait qu'il n'y a pas besoin d'avoir une exposition quotidienne pour avoir un bon taux de vitamine D, une exposition qui va nous permettre d'avoir une accumulation. Donc, on essaie de reproduire un peu la même chose avec la supplémentation. Ce qu'on voit, c'est qu'on a une absorption plus rapide de prendre la vitamine D d'un coup, mais sur une période de temps X, mettons, si on compare le taux sanguin de vitamine D, de 25 hydroxyvitamine D dans le sang, après 3 mois d'utilisation, une personne qui en aurait un petit peu tous les jours ou une grosse quantité d'un coup va atteindre à peu près le même niveau. Donc, à court terme, on a une plus grande protection à prendre une grande quantité d'un coup, puis à moyen terme, c'est égal. Fait que bon, moi, je conseille souvent aux gens de prendre ça de façon quotidienne pour éviter de le prendre. Pour éviter d'oublier de le prendre. Parce que si tu le prends une fois par semaine, ça se peut que tu passes droit parce que c'est pas quelque chose dans ton quotidien. Si tu en prends un petit peu tous les matins, ben là, de cette façon-là, tu oublies moins, c'est plus facile de t'en souvenir. Donc, c'est de plus en plus la façon qui est prescrite de faire pour éviter que les gens l'oublient. Le dosage, on parle de vrai 1000 unités. Là. Quand on connaît pas le niveau sanguin de l'individu, on connaît pas tous les tenants aboutissants de la santé de la personne, on parle de minimum 1000 unités pour avoir un effet. Ça peut varier, là, dépendamment du poids de la personne,
du niveau d'exposition au soleil, même de la race de la personne. Il y a des gens qui ont des plus grandes carences que d'autres. Donc ça serait évalué par le professionnel de la santé, mais ça peut aller jusqu'à 4-5 000 unités par jour sans problème. Il faut savoir que les dangers associés à une surconsommation de vitamine D sont quand même peu fréquents. Et de là, l'importance de la prochaine vitamine que je vais vous parler, qui est la K2. Parce que si on prenait trop de vitamine D sur une grande période de temps, le seul danger vraiment qu'on pourrait encourir, c'est qu'on pourrait augmenter le niveau de calcium ailleurs dans le corps que dans les os. Donc, on pourrait avoir une calcification de ce qu'on appelle les tissus mous. Les tissus mous, mais ça peut être une voie articulaire, mais ça peut être aussi une voie artérielle. Là, c'est moins intéressant. Faut pas avoir peur, là. Près de 1000 unités par jour, là, comme je disais à des gens, des fois, si vous voulez vous suicider, là, la vitamine D, là, c'est pas le moyen le plus efficace. Là. Vous comprenez que l'innocuité de ce produit-là a été démontrée puis c'est depuis longtemps. Donc, il n'y a pas de danger de surdosage à moins de faire exprès. Là. Puis ton dosage, ça s'adresse autant pour les hommes que les femmes? Oui, c'est ça. Une personne, un jeune, un adolescent ou un enfant, on irait à des dosages qui vont varier peut-être de 500 unités à 1000 unités. Chez une femme qui est en bas de 100 livres, on parle de 1000 à 2000 unités. Un homme qui va être plus lourd, on peut aller jusqu'à 5000 unités. C'est liposoluble, donc ça va être la surface de diffusion du produit. Donc, si on est plus gros, on est plus grand, bien nécessairement, on a besoin de plus, on a plus de surface à couvrir. C'est un peu la même chose que la peau. Hein. Si on a plus de peau, on synthétise plus de vitamine D que l'autre à côté qui est plus petit. Okay, parfait. Donc, c'est un peu le même principe. Donc, la vitamine K2, là, je défile tout ça. Là, mais non, mais c'est pas correct. Tu vas trop vite. Non. OK. Fait que vitamine K2, de plus en plus, vous allez voir des suppléments sur le marché qui combinent les deux. Donc, vitamine D3 et vitamine K2. C'est vrai que la vitamine K, ça fait pas super longtemps qu'elle est autorisée à être vendue au Canada parce que c'est une vitamine qui est associée à la coagulation sanguine, la coagulation du sang. De là, le nom K, dans le fond, ça vient du coagulation en allemand, qui s'écrit avec un K, là, contrairement ici en français. Okay. Donc, c'est même utilisé comme antidote à des surdosages d'aspirine. Quelqu'un qui aurait pris trop d'aspirine ou de la warfarine, un médicament pour éclaircir le sang, un anticoagulant. Des gros dosages de vitamine K vont être un antidote à des surdosages de médicaments anticoagulants. Donc, ça favorise la coagulation sanguine jusqu'à un certain niveau. Donc, les gens, déjà d'entrée de jeu, les gens qui prendraient des anticoagulants, il faudrait éviter des vitamines de type K, surtout la K1, plus que la K2, qui va avoir un effet sur la coagulation sanguine. Donc, si vous avez des suppléments qui contiennent le K1, prenez des anticoagulants pour raison, donc maladie cardiovasculaire, ainsi de suite. C'est conseillé de demander à votre médecin si c'est indiqué dans votre cas. La K2, elle va aider plus à la calcification, donc la répartition du calcium dans l'organisme plus que la coagulation sanguine. Elle est impliquée dans la coagulation mais moins que la K1. Sur la K1, on a peu besoin de supplémentation absolument pour une personne qui a une alimentation saine. Les légumes verts apportent suffisamment de vitamine K1. La vitamine K2, elle, de son côté, elle est synthétisée, si on veut, à partir de la fermentation bactérienne dans le côlon. Donc, on va parler de probiotiques tantôt. Il y a tous les liens dans notre affaire aujourd'hui, c'est extraordinaire. Mais sur la fermentation bactérienne au niveau du côlon, donc l'alimentation qui va être favorable à une bonne flore bactérienne, donc va favoriser la synthèse de la vitamine K2. Le besoin en supplémentation est plus grand qu'en K1 parce que qui a une bonne santé gastro-intestinale aujourd'hui en Amérique du Nord, ça aussi, c'est assez... c'est assez rare. Il y a un questionnement, oui, ça c'est rare. C'est la prise d'antibiotiques, le type d'alimentation qu'on a, là, les problèmes de flore intestinale, on va en reparler dans l'autre chronique, mais reste que c'est très omniprésent. Fait qu'on se rend compte que les gens ont peu de vitamine K2 si on fait des tests. Et la vitamine K2, comme je disais tantôt, va aider au bon partitionnement du calcium. Donc, si vous prenez des gros dosages de vitamine D pour votre système immunitaire, puis vous voulez éviter que le calcium se dépose dans vos artères, si vous additionnez votre vitamine D3 avec la K2, vous allez freiner ce processus-là et lancer ou aller fixer le calcium au niveau de vos os et non au niveau de vos artères ou des autres tissus. Donc, la K2 est très intéressante à combiner avec la D3 pour cette prévention-là. Et il faut savoir aussi que la K2 a un effet, elle aussi, sur la santé en général, là, que ce soit articulaire ou musculo-squelettique. Là. C'est pas mal ça. Au niveau du dosage, ça va varier. On parle entre 1000 et 500 unités par jour. Qui vont être conseillés. Les dosages n'ont pas besoin d'être très grands. C'est une vitamine qui est relativement efficace à petit dosage. Vous allez voir sur les étiquettes quand vous achetez, on parle de D3, K2. Il y a un produit qui est bien populaire qui s'appelle le produit de Natto ou MK7. Il y a MK4, MK7. C'est les deux formes les plus étudiées comme étant efficaces en supplémentation présentement. Donc, c'est comme je disais tantôt, là, on parle de moins d'une dizaine d'années qu'on a le droit d'utiliser les vitamines K en supplémentation sans prescription. Si vous avez une autre affaire intéressante aussi on peut parler, c'est que si vous avez eu un enfant, vous avez peut-être remarqué que dès la naissance, ils vont faire une injection dans le pied de l'enfant
C'est de la vitamine K1 qu'ils vont injecter à l'enfant pour éviter des hémorragies qui étaient fréquentes chez les nouveau-nés. Ça a été adopté il y a plusieurs années pour la prévention d'hémorragie chez le nouveau-né. Ils ont fait des tests avec des injections, ont fait des tests avec des produits oraux, puis ils vont rester avec des injections ici en Amérique du Nord. Je sais qu'en Europe, à quelques endroits en Europe, ils utilisent plus par la bouche, hein, mais ils donnent une injection de vitamine K1 à l'enfant dès sa naissance pour éviter que pendant le travail d'accouchement, il y a eu des lésions puis qu'il y a eu une hémorragie interne. Donc, c'est très efficace pour la coagulation sanguine en peu de temps. Donc, ça, c'est la vitamine K1. Fait que les vitamines K, la vitamine D, hyper intéressant. Nécessairement à l'automne, hiver, on a moins de soleil, on a plus de chances d'avoir des refroidissements. Notre corps est plus vulnérable, si on veut. Donc, c'est la période propice pour prendre ces suppléments-là. Bien, merci beaucoup, Vincent, de nous avoir éclaircis. Et si quelqu'un aurait besoin de tes services, à quel endroit qu'on peut te joindre? Vous pouvez me joindre à vincent@atplab.com. Parfait. Je te remercie et on invite également les gens à venir nous joindre sur Facebook dans le groupe Santé et Sport Myriam et l'Homme. Et à partir de là, ils vont pouvoir avoir nos chroniques. Merci beaucoup, Vincent. On se redonne rendez-vous la semaine prochaine. Merci. À la semaine prochaine.